chers amis, on va commencer. Donc nous avons, vous savez, ces rituels tous les ans, nous recevons, venus de sa Suisse, ce pays béni, le seul pays à mes yeux qui a réussi à surmonter ou à tempérer le complexe de Caïn, puisque ce sont trois peuples ennemis au départ, qui se sont fait la guerre, et qui aujourd'hui non seulement vivent en harmonie, mais ont construit la plus grande économie dans le monde. C'est l'idée de Borges d'ailleurs. Hein? C'est l'idée de Borges aussi. C'était l'idée de Borges. Ouais. Donc je suis ravi d'avoir des idées qui ressemblent à celles de Borges. Donc chaque année, Gianpaolo Luchelli, c'est ça le prénom, vient nous présenter ses travaux. Souvent, ce sont des travaux qu'il a déjà faits, toujours avec sa manière claire et intéressante. Je crois que cette fois-ci, il annonce un travail à venir, je pense, sur un personnage que les lacaniens, enfin ce qu'on appelle les lacaniens, ça ne veut rien dire, n'aiment pas beaucoup. Lacan détestait la fille de Freud, qui s'appelait Anna. Il a traité d'ailleurs par des mots, j'ose même pas les répéter. Personnellement, j'ai rencontré son œuvre un petit peu en écrivant mon livre sur les camps de concentration, Lumière des astres éteints, où j'avais découvert tout à fait incidemment un beau travail qu'elle a fait avec son équipe sur les enfants, des petits-enfants, des bébés même, qui étaient à Auschwitz ou dans les camps de concentration. Oui. Aussi curieux que ça paraisse, il y avait des bébés ou des enfants d'1 an, 2 ans, dans les camps et qui ont été mis dans une ferme, une espèce de château en Angleterre. Et il y a une observation très intéressante faite sur ces enfants-là. Donc voilà. Donc pour moi, je n'ai pas la haine lacanienne pour Anna. Bah, mais non, moi non plus. Hein? Mais non, moi non plus. Et donc, et puis évidemment, son truc, nous verrons peut-être, ce que n'aimait pas Lacan, c'est le primat qu'elle accordait à l'analyse des résistances. Et Lacan n'aimait pas ça. Il avait cette phrase assez étonnante. En analyse, il n'y a de résistance que de l'analyste. C'est ce que l'analyste ne peut pas entendre, il appelle ça une résistance. Bon. Ce sont des vieilles histoires, et souvent les histoires de nos aïeux, parce que ce sont quand même nos aïeux un peu, pèsent sur le présent. Et je trouve que c'est bien, dans notre groupe, on a essayé un petit peu de prendre de la distance à l'égard de ces querelles qui n'ont plus d'actualité, et les choses les plus... On a fait ça avec Otto Rank. J'en ai parlé avec un lacanien. Quoi, Otto Rank? Non, il ne faut pas en parler. Tu te calmes un peu ou tu retournes sur ton divan, parce qu'il y a des choses intéressantes chez Otto. Et donc, merci à notre ami de contribuer à cette chose-là. Merci beaucoup pour ces paroles d'introduction. Donc, le titre, c'est Anna Freud et ses sœurs, inspiré, bien entendu, du film de Woody Allen. Je voulais avant tout dire que je dédie cette conférence à Emily Monaghan, qui devait être là présente ce soir, mais qui n'est pas venue parce que parfois trop d'amour tue l'amour. Premièrement, c'est une... Ok. C'est de l'autobiographie, ça? Deuxième question autobiographique, ça concerne donc Diego Vecchio qui est ici présent. C'est grâce à lui que je me suis intéressé à Anna Freud au mois de mars 2023. On était là en train de dîner, il me parle d'Anna Freud, bon, Anna Freud. Ouais. Et donc en me disant, voilà, il paraît que le cas de fantasme, je vais vous expliquer ce que c'est elle, et deuxièmement, qui ça a un rapport avec la jeune homosexuelle, le cas de Freud sur la genèse d'un cas d'homosexualité féminine. Et je cite aussi le fait que Patrice Manillier et Sylvia Lippi viennent de publier un livre chez Seuil qui s'appelle Sœurs, pas frères, mais Sœurs, ou pour une psychanalyse féministe chez Seuil, et qui fait pas mal de bruit, qui seront là bientôt. Alors, effectivement, je vais parler des cas d'Anna Freud, psychanalyste et fille de Freud. Anna Freud, donc, c'est la fille de Freud, la dernière fille de Freud d'ailleurs, et enfant. Mais c'est pas celle-là qui nous intéresse, c'est que c'est une psychanalyste très connue,
et un peu l'héritière de Freud, à tel point que pendant des décennies, c'est elle qui a un peu régné dans l'international et qui a donné droit de citer ou pas en ostracisant Melanie Klein ou Jacques Lacan lui-même. Donc c'était une sorte de... Freud disait c'est mon Antigone, mais c'était une espèce d'Antigone créon aussi, hein, parce que c'est elle qui décidait un peu ce qui s'est passé. Alors, c'est pas pour ça que je vous parle d'Anna Freud, c'est parce qu'il y a un détail curieux, pour nous étonnant, c'est qu'elle était en analyse chez son père pendant des décennies. Et cela depuis l'âge de 23 ans. Donc on avait l'habitude que le psychanalyste psychanalyse plus ou moins les petits-enfants, 3-4 ans à l'époque, mais quelqu'un qui a 23 ans, c'est quand même étonnant, pour une analyse qui a duré des années. Et selon Catherine Millot, je parlais avec elle, toute sa vie probablement. Enfin, toute la vie de Freud. En 1918, qu'elle commence son analyse chez Freud, et c'est en 1919 que Freud publie son texte hyper fameux, Princeps sur le fantasme, qui s'appelle Un enfant ébattu, ou On bat un enfant, selon la traduction qu'on fait. Et pour le dire tout d'égo, il apparaît de manière claire et sans équivoque que c'est le cas d'Anna qui lui a servi d'exemple clinique pour développer sa théorie du fantasme. Et nous allons voir à ces propos de quoi il en retourne, à savoir, quelles sont les preuves pour dire qu'il s'agit d'elle et de personnes d'autres, et deuxièmement, et surtout, de quoi s'agit-il dans le texte freudien sur les fantasmes? Qu'est-ce que c'est que cette théorie de Freud, et surtout en quoi le cas d'Anna Freud éclaire le texte de Freud sur les fantasmes? Texte, soit dit en passant, plus ou moins lacunaire, où on a l'impression par moments que les choses sont dites à moitié, sciemment opaques ou cachées, etc., etc. Et ensuite on comprend pourquoi, justement. Pour cela, on n'a pas d'autre choix, et c'est un des points les plus importants et les plus intéressants de cette recherche, parce qu'en fait c'est un manuscrit que j'ai déjà fini et que je vais publier cette année normalement. Ah, mais j'avais raison. Voilà. Et pas d'autre choix que se référer, et c'est le point important, à un exposé très peu connu d'Anna Freud, qui a lieu en 1922, exposé qui allait lui permettre de devenir membre à l'âge de 27 ans de la Société psychanalytique de Vienne. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un autre détail, c'est que c'est aussi en 1919 que Freud écrit le texte sur la genèse d'un cas d'homosexualité féminine, et l'on peut aussi se demander à quel point il n'y a pas un rapport entre le cas de Freud et le cas Anna qu'il suit en analyse en même temps. Parce que pour tout dire, et c'est là que la boucle de ma recherche se referme, Anna reprend les sciences d'analyse dans deux périodes, il y a deux tranches, 1918 et 1923, 1924, on ne sait pas. 39. Ouais, exactement. Et dans cette seconde tranche d'analyse, on peut dire que le matériel qu'il apporte, et dans cette analyse de Freud, c'est cela qui va nourrir apparemment les dernières vues de Freud sur la sexualité féminine. Cela paraît invraisemblable si on suppose qu'Anna Freud est morte vierge, je pense probablement. Mais pourtant, ça éclaire quelque chose de la sexualité féminine pour Freud. Alors, première analyse avec Freud. Elle commence en 1918. Pourquoi Freud prend sa propre fille en analyse? On va dire qu'elle présente quelques symptômes. Elle est, semble-t-il, assez empêchée dans ses projets et donc dans sa vie. Elle n'arrive pas à avancer, elle se pose des questions de comment s'orienter dans la vie, et d'ailleurs c'est en 1918 qu'elle est en train de finir ses études pour devenir institutrice. Mais justement, là qu'elle devient institutrice, qu'elle a son diplôme, et que c'est bien cela ce que je veux faire, etc., etc. Disons aussi tout de suite qu'Anna, par le biais de son père, a noué une amitié très étroite et intime avec Lou Andrea Salomé, et que cette amitié est en toile de fond de l'analyse d'Anna avec son frère, de telle sorte qu'aucun... Avec son père. Oui, oui, bien sûr, de sorte qu'aucun a pu faire l'hypothèse que probablement il s'agit d'une sorte de transfert latéral. Donc, Anna est analyse avec son père, Sigmund Freud, et en parallèle, elle se confie à Lou Andrea Salomé, de telle sorte qu'on fait une espèce de triangle où les choses circulent.
Voilà ce que je veux dire. Alors, nous avons heureusement en français la correspondance complète Anna Freud, Louis-André Salomé, et ça constitue effectivement la base de mon analyse et de ma recherche, mon enquête. Donc, approchons. Anna, quel est son problème? Elle semble paralysée dans sa vie et dans ses activités par la production d'une activité fantasmatique presque permanente qui parasite sa tête et son corps. Cet élément semble avoir été abordé d'abord dans les échanges personnels avec Lou, Andrea Salomé. Il s'agit donc des histoires qu'elle se raconte elle-même, des histoires, des stories, qui peuvent très souvent lui prendre des heures. Donc elle procrastine, elle ne peut pas avancer, elle passe les journées à faire, à imaginer des choses. Elle est seule, elle n'est pas en couple, elle a des amitiés féminines très très proches, et quelques prétendants masculins, mais sans que cela se traduise dans quoi que ce soit que dans des échanges courtois, on va dire, pour ainsi dire. Alors, les histoires, les rêves éveillés qu'elle se raconte, de quoi parle-t-elle ou-t-il Il s'agit de rêveries qui ont toujours la même structure et la même trame. De là qu'elle puisse, et que Freud puisse parler de monotonie du fantasme. Toujours la même histoire, mais il faut quand même passer par là. C'est l'histoire, en gros, d'un adolescent âgé de 15 ans qui est pris dans des différentes aventures de mise à l'épreuve. Et assez rapidement, il rencontre un homme plus âgé, plus grand, qui le soumet, l'oblige à travailler, l'emprisonne, le tape probablement aussi, mais toujours et inévitablement, et c'est le moment du climax de l'histoire, il le pardonne. Le jeune a fait quelques trucs qu'il ne fallait pas faire, et donc il fallait le punir quelque part. C'était un châtiment mérité. Et c'est souvent autour de ce moment de pardon, de réconciliation, que l'histoire s'accompagne ou pas, ça dépend, d'une masturbation et d'une jouissance sexuelle très intense. Dit comme ça, d'ailleurs, on voit trop le rapport entre cette histoire et justement le texte de Freud, On bat un enfant. Évidemment, vous pourrez me demander, comment savez-vous qu'Anna Freud s'est masturbée en se racontant ces histoires? Est-ce que vous étiez là? Tout simplement, non, mais tout simplement, c'est elle-même qui le dit. Pour que vous compreniez tout cela, il faut partir de deux textes. L'un très connu de Freud, l'autre très peu connu d'Anna Freud. Sans doute probablement le meilleur texte de loin qu'elle ait pu écrire donc, en psychanalyse. Le texte de Freud, On bat un enfant, 1919. Le texte d'Anna Freud, écoutez bien, Fantasme de fustigation et rêverie de 1922. Ce qui est assez génial dans cette histoire, c'est qu'on ne comprend rien à un enfant ébattu, et voilà mon idée, si on ne lit pas le texte d'Anna Freud. Il s'agit d'une sorte de mise en rapport dialectique, le mot utilisé par Anna Freud, entre l'un et l'autre. Et de telle sorte qu'on peut dire que même que l'un est le négatif de l'autre, comme quand Freud dit, la névrose est le négatif de la perversion. Partons rapidement d'un enfant ébattu, très rapidement. Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles 1919. Avant de dire quoi que ce soit sur un texte et la structure qu'il dévoile, partons de ceci. Il s'agit d'une activité masturbatoire. Je ne sais pas ce que vous avez lu, si vous l'avez lu. Ah, c'est intéressant, comment, effectivement... Non, la personne qui s'ébranle avec ça, c'est ça qui est le plus important. Et la personne s'excite sexuellement en imaginant des scènes de châtiment sur des enfants. Et dans une jouissance solitaire, un peu comme toute jouissance. Comme dit Apollinaire, celui qui mange n'est pas seul, n'est-ce pas? Bon. Alors, avec ceci de particulier, c'est qu'il y a un sentiment de culpabilité plus lié à ces fantasmes du fait de son obscénité, des aspects inconvénients. Mais bien entendu, l'intérêt du fantasme ne réside pas dans son aspect érotique et fantasmatique banal, mais bien plutôt dans le caractère originaire, élémentaire que Freud lui octroie, une sorte de matrice fantasmatique contenue et générée à partir d'une seule phrase, on bat un enfant. Ainsi, cette phrase, on bat un enfant abattu, est la productrice d'une histoire fantasmatique qui s'émancipe et oublie et refoule justement la phrase originale. C'est plus ou moins mentionné par Freud. Les fantômes en question se dégagent d'une observation des 6 cas cliniques, 4 femmes et 2 hommes. Soi-disant, moi j'étais pas là non plus. Ce sont des fantômes originés, produits pendant l'âge préscolaire, avant l'âge de 6 ans, entre 2 et 6 ans.
Et pourquoi l'école est si importante? Parce qu'on est au début du XXe siècle, et bien entendu, on punissait physiquement les enfants, c'est pas en 2024, quoi. Et à l'école, de sorte que quand la personne, avec le dit fantasme, voit des scènes de châtiment réels, il y a deux choses qui s'en dégagent, qu'on observe. D'une part, elle connaît la scène en quelque sorte, et deuxièmement, très intéressant, elle éprouve un dégoût et un rejet, pas une excitation. Comme tout fantasme, quand il s'accomplit dans le réel, on est plutôt déçu en général. Alors, voilà donc la phrase du fantasme. J'en sais rien, un enfant est battu. C'est tout. L'enfant battu n'est jamais le sujet lui-même. C'est toujours quelqu'un d'autre, un autre enfant, et c'est toujours un garçon. Et en gros, toute la structure du texte, c'est Freud qui en rajoute. C'est-à-dire qu'en gros, je dis, avant, devance un peu la chose, il y a la patiente, ce sont des femmes, c'est-à-dire Anna Freud, vous allez voir, qui vient dire qu'elle est perturbée parce qu'elle est tout le temps de cette masturbation, des histoires, patati patata, et in fine, ils arrivent à cette structure moléculaire, un enfant est battu, et donc, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Et donc, la phrase c'est « j'en sais rien, un enfant est battu », c'est tout. Dès là, Freud commence à inventer des structures qui n'existent pas du tout, quoi. C'est lui qui en rajoute. Le père de la psychanalyse, le père de la patiente, pour ainsi dire. Et c'est la chose suivante. Et la première phrase, c'est « un enfant est battu par... » le père, bat un enfant que je hais. Ce n'est pas dit comme ça, probablement par la patiente. C'est Freud qui reconstruit cette première phrase. Interprétation. Phrase, exactement. Ouais. Et dernière phrase, dernière étape, plusieurs enfants sont battus par des adultes, et c'est là justement que Freud, le père de la psychanalyse, en rajoute la deuxième phrase, je suis battu par le père. Point barre. Voilà en gros la question. Maintenant, Anna Freud. Et je ne sais pas si vous avez compris qu'il y a toute une construction de Freud qui est une construction de Freud. Ce n'est pas forcément l'analysant qui dit c'est là. Maintenant, Anna Freud. C'est un exposé du 31 mai 1922, donné par Anna Freud à la Société psychanalytique de Vienne. Comme tout exposé public, il commence par un madame et monsieur. Sauf qu'Anna Freud inverse le truc, il dit monsieur et madame, puisqu'il y a la majorité d'hommes. Il y en a, je ne sais pas, 25 gars et 3 femmes, quoi. Et donc, Anna Freud. Alors, elle a 27 ans et son père est présent pendant la conférence. Elle est en analyse avec lui depuis 4 ans, en raison des 5 à 6 séances par semaine à 21 heures. Non, c'est la bonne époque, quoi. Enfin, ça n'en rigolait pas. Ça rigolait pas. Et donc, le titre Fantasme de fustigation en rêverie, et il se veut, dit-elle, une petite illustration clinique de l'étude de Freud, un enfant est battu. Et justement, c'est le cas qu'elle présente d'une adolescente de 15 ans, et elle dit tout de suite que son exposé doit beaucoup à Lou Andreas Salomé, donc écrit grâce à une série de conversations avec Lou. C'est intéressant parce que je ne dis pas une série de conversations avec Sigmund Freud, qui a écrit le texte Un enfant est battu, mais non, Lou Andreas Salomé. Et le cas présenté par Anna est centré sur l'importance de rêverie diurne. Vous voyez, je ne sais pas si vous... On va discuter de ça par la suite. Et pour Anna, d'emblée, ce qui est essentiel, c'est les rêveries. C'est pas certain que pour la psychanalyse, allez, permettez-moi de dire ça, lacanienne, mais moi je dirais quelque part freudienne, c'est soit l'important, les rêveries, quoi. C'est avec quoi on fantasme des trucs, quelque part, si j'ose dire, on n'a rien à cirer. Ce qui est important, c'est le rêve. Pas la rêverie, justement. On va discuter par la suite. Alors, donc c'est une fille qui à 5 ou 6 ans, construit un fantasme, qui est celui-ci, un garçon quelconque est battu par un adulte quelconque. Je traduis. Un garçon quelconque, pas le sujet lui-même, battu par un adulte quelconque, pas le père. En gros, hein. Donc, dès l'adolescence, cette patiente d'Anna, soulignant qu'à l'époque, Anna Freud ne suivait aucun patient, donc c'est pas possible, commence à construire une autre activité fantasmatique qui se superpose à celle-là, qu'elle nomme de belles histoires, et qui se différencie du fantôme originaire, un enfant n'est battu, qui n'est pas beau. C'est pour ça que, père d'opposition, beau, pas beau.
L'histoire, je l'ai déjà mentionné, un adolescent de 15 ans, un garçon, subit des aventures, est châtié par un homme, méchant, mais pas tant que ça, parce que justement, il sait le pardonner et l'aider dans la vie. Elle précise, toutes les personnes qui apparaissent comme acteurs de belles histoires ont un nom, des visages avec des traits précis et une histoire personnelle, ce qui contraste justement avec l'anonymat d'un enfant battu, où on ne sait pas qui est qui. Donc, un enfant quelconque est battu par un adulte quelconque. Tout est copié dans ces rêveries de la vie réelle, dit Anna. L'histoire est structurée par toute une série de transformations, de telle sorte que les textes d'Anna analyse aussi bien la perte de position entre les termes beau, laid, jeune, vieux, méchant, bon, ainsi que leur transformation, à tel point que j'ose dire que quelque part son analyse est structurelle, n'a rien à envier à parfois Lévi-Strauss, je dis ça devant Maniglier, je ne serai pas d'accord, ou de Mézil, mais en tout cas, j'exagère à peine, c'est quelque chose de très bien construit, c'est pour ça que j'ai le meilleur texte d'Anna Freud qu'il ait pu écrire de sa vie avant 7 ans, ça arrive parfois, quand on fait un coup de génie et ensuite plus rien. Alors, la clé de l'exposé, donc, est la démonstration de la thèse selon laquelle la belle histoire, inspirée directement de la vie réelle, tire sa substance de la matrice originaire en bas un enfant. Texte publié d'ailleurs d'Anna Freud dans la revue Imago 1922, et vous pouvez le consulter en allemand. Et toute la question serait de savoir jusqu'à quel point la belle histoire ne serait que le produit sublimé de l'histoire laide en bas un enfant. La belle histoire procurerait un plaisir équivalent à celui de la masturbation, même si parfois la belle histoire est interrompue par le fantasme en bas un enfant et que la jeune patiente d'Anna Freud finit par se masturber. Alors, pourquoi ce serait Anna Freud, voilà, et pas la patiente de 15 ans qu'elle n'avait pas parce qu'elle n'avait pas de patiente? Et tout simplement parce que c'est dit dans la correspondance Anna Freud plus Andrea Salomé, 600 pages que j'ai lues des A à Z, de la première à la dernière page. Exemple, donc écrit Anna Freud. Traduit en français? Oui. Ah bon? Oui. Puisque j'en suis au rêve éveillé, Anna est au rêve éveillé, il me faut te raconter une histoire étonnante. Mes belles histoires, en comparaison avec la même terminologie que le cas d'Anna Freud, se sont éveillées tout à coup la semaine dernière. Elles se sont déchaînées pendant toute la journée, et cela l'épuise, etc., etc. Une autre citation. J'étais impressionné par la persistance engendrée, la force et l'attraction d'un tel rêve éveillé, si commenté, analysé, publié, maltraité, qu'il ait été, comme cela a été le cas du malheureux mien. J'en sais que c'est une honte, mais j'aime toujours beaucoup ce rêve. Donc c'est noir sur blanc, voilà. Et quelques semaines plus tard, Anna Freud à Louis-André Salomé, 1924, j'ai repris un bout d'analyse avec papa, à nouveau le soir, comme jadis. Les motifs en étaient offerts par un comportement pas très satisfaisant de ma chère intimité, une insistance occasionnelle tout à fait inconvéniente, des rêves diurnes accompagnés d'une intolérance corporelle croissante envers les fantasmes de fustigation et leur suite, donc masturbation, sans que je puisse pour autant m'en passer. Fin de citation. Ce n'était rien de grave, mais papa a saisi l'occasion pour me proposer une poursuite de mon analyse qui était restée infamement interrompue et qu'il a un jour fini, c'est pas sûr. Ça, c'est une question. Maintenant, deuxième analyse, donc avec Freud 1924, résurgence de rêverie. On peut faire les constats suivants. Et suivez ça parce que c'est assez simple. De même que le texte Un enfant est battu, 1919, est provoqué et inspiré par la première analyse d'Anna Freud, 1918-1923, de même, le texte Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes, 1925, est issu de la reprise d'analyse d'Anna Freud par son père. La résurgence de rêverie semble donc liée à la persistance de cette activité masturbatoire. La question pertinente, me semble, est la suivante. A-t-on un texte d'Anna qui serait l'équivalent de son exposé Fantasme de fustigation et de rêverie, mais pour sa deuxième tranche d'analyse? Peut-être que oui. Mais le texte est perdu. Il s'agit d'une communication clinique d'Anna Freud de 1925 intitulée « Jalousie et désir de masculinité ».
Alors je téléphonais même à la société de Vienne, parlais avec un des les petits filles d'un des prétendants d'Anna Freud qui était là, et il n'y a qu'une trace de ça. Donc, il y a cependant des traces de cet exposé oral dans un article d'Anna Freud de 1927 qui s'appelle Contribution à la théorie de l'analyse infantile, où la jalousie entre frères et sœurs est un thème central. Je rappelle que c'est un thème central chez Gérard Haddad et que c'est un thème central aussi chez Lacan dans les complets familiaux. La jalousie d'Anna par sa sœur Sophie, décédée jeune, est un thème assez connu de sa biographie. Jalousie pour une jeune femme et aussi désir de masculinité. Il reste pourtant la connexion entre la jalousie et la masculinité, thème récurrent dans les belles histoires où il s'agit toujours d'un garçon qui représente la rêveuse. Donc, que dit Freud dans les quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes de 1925? C'est un peu la conséquence de deux textes précédents. L'organisation sexuelle infantile 1923 et la fin du complexe d'Édipe 1923 aussi. Sachant aussi que Michael Jacobsen et lui aussi insiste sur le fait que quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes est issue de la deuxième transanalyse avec Freud. Le texte de Freud dit qu'il y a chez la femme une envie du pénis, bon, ça on savait, et que cela s'accomplit en partie par la masturbation clitoridienne. Clitoris, pénis atrophié, plaisir auquel elle doit démissionner pour accéder à la phase phallique et normalisée, évidemment. La zone érogène se déplace au vagin, conçu pour être pénétré et avoir beaucoup d'enfants. Évidemment, Freud, même, et que la chose suivante, même lorsque l'envie du pénis a renoncé à son objet particulier, le vagin, et le pénis, elle ne cesse pas d'exister, mais persiste avec un léger déplacement dans les traits des caractères de la jalousie. Et voilà le thème qui manque. Donc, clitoris, jalousie, et 1925, la jalousie des masculinités. Et l'ensemble de la constellation symptomatique d'Anna est formulé ainsi de manière claire et peu équivoque. Mais ce n'est pas tout, car, donc quelques conséquences anatomiques et psychiques, Freud écrit la chose suivante. Certes, donc le deuxième texte qui correspond à la deuxième phase, la deuxième analyse. Certes, la jalousie n'est pas l'apanage d'un seul sexe, elle se fonde sur une base plus large, mais je pense qu'elle joue un rôle bien plus grand dans la vie psychique de la femme, parce qu'elle tire un énorme renforcement du détournement de l'envie du pénis. Avant de connaître encore cette dérivation de la jalousie, avant de connaître d'abord cette dérivation de la jalousie, j'avais, Freud, construit pour les fantasmes onanistes si fréquents chez la petite fille, un enfant est battu, une première phase dans laquelle il a cette signification qu'un autre enfant dont on est jaloux parce que c'est un rival doit être battu. Donc vous voyez la connexion entre l'envie du pénis, les plaisirs clitoridiens auxquels il faut renoncer, et l'enfant est battu qui tire son origine de Anna Freud. Ces fantasmes semblent être un résidu de la période phallique de la petite fille. La rigidité particulière qui m'a frappé dans la formule monotone « un enfant est battu » permet encore probablement une interprétation spéciale, Freud éclairé par la deuxième transanalyse. L'enfant qui est alors battu, caressé, peut n'être au fond rien d'autre que le clitoris, si bien que cette déclaration, dans ce qu'elle a de plus profond, contient l'aveu de la masturbation. Alors, Freud corrige encore sa théorie, et oui, grosse découverte, les femmes se masturbent. Il n'en semble pas moins que la masturbation est les plus éloignée de la nature féminine, et on pourrait, pour résoudre le problème, considérer que la masturbation du clitoris est une activité masculine et que l'élimination de la sexualité clitoridienne est une condition du développement de la féminité. Ce qui me semble problématique dans ce dernier propos est d'une part le refoulement du clitoris, mes connaissances, d'autre part de la question, et comment cela s'est construit à partir du cas d'Anna Freud. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce texte de Catherine Malabou, qui s'appelle Le plaisir effacé, à propos du clitoris, très brillant,
Moi, je pense qu'il est très bien. Mais il me semble que c'est presque un devoir de refuter un seul point de ces textes-là, c'est l'idée qu'il y aurait un organe sexuel, c'est-à-dire les clitoris. J'entends que si on est freudien, ou je dirais même lacanien, on doit admettre plutôt la formule « il n'y a pas d'organe sexuel ». Et s'il n'y a pas d'organe sexuel, n'importe quelle partie du corps, c'est un organe sexuel. Les lèvres, l'anus, etc. Et donc, pourquoi pas le pénis? Donc, pourquoi ça serait les clitoris en particulier? Donc, je crois qu'il y a une petite substance, essentialisme de cette histoire des clitoris, mais en même temps, effectivement, je pense qu'il faut de la recherche sur les clitoris, c'est très important. Seulement, c'est un tout petit peu étrange que l'auteur de plasticité, etc., et de l'épigénèse trouve quand même qu'il y a l'épigénèse, mais il y a aussi un organe qui s'est soustrait à la plasticité, et c'est les clitoris. Et je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à dire à propos du clito, on va dire. Il y a de plus en plus de recherches, l'anatomie progresse, enfin les études anatomiques progressent, enfin l'anatomie est toujours la même, mais bon, les études progressent, les connaissances, tout commencer par un petit point, un petit bouton, ensuite il y a le corps épongieux comme ça, et maintenant un truc au plus développé, c'est vraiment beaucoup plus grand, vraiment c'est... Pour résumer, peut-on dire que Anna Antigone a appris au moins deux choses à Freud? Un, il excite des fantasmes infantiles, résumés par une seule phrase, et qui structure toute notre libido, à l'instar d'un enfant abattu. Et deuxièmement, il excite dans la sexualité féminine des équivalences symboliques, non seulement pénis-enfant, mais pénis et clitoris, mais qui ne sont pas complètement résorbés par cette équivalence. Je veux dire qu'après des années d'analyse avec son père, elle continue attachée à son clito. Le cas Anna, de cette manière, c'est aussi... Alors après on dit, Lacan dit, l'homme est embarrassé par son phallus. Bon, ça va pas beaucoup mieux, le cas d'Anna Freud. Le cas Anna, c'est aussi le cas Freud. Et si Lacan a pu parler des contre-transferts de Freud à l'égard de Dora, que peut-on dire du cas Anna, où Freud prend en analyse sa propre fille pendant environ 7 ans, et selon Catherine Millot, pendant toute sa vie. Un autre point intéressant. Peut-on affirmer, comme le fait Elisabeth Roudinesco, que Freud a empêché le développement de la sexualité d'Anna, prédestiné à l'homosexualité? Rien n'est moins sûr. D'abord, parce qu'Anna a fait sa vie avec une femme, Dorothy Burlingham, avec qui il a construit sa vie, acheté une maison en campagne, et même, paraît-il, partagé le même lit, enfin, apparemment. Il faut bien. Voilà. Et deuxièmement, parce que Freud acceptait en bloc ces liaisons, ils partaient en vacances, tous, c'est-à-dire tous les Freud, Anna, la Dorothy, avec les 4 enfants, parce que l'autre, Bob, est resté aux États-Unis et s'est séparé donc de Bob. Donc tout le monde, il n'y a pas un grand refus de la part de Freud, au contraire, c'est plutôt une acceptation. Il n'en reste pas moins que quelque part l'analyse d'Anna a été une analyse sans fin, sans fin. Donc pas d'issue. Fixité malaboulienne de la jouissance clitoridienne chez Anna Freud. Donc à quel sens se vouer? Et là, c'est le deuxième moment Diego Vecchio, on va dire. C'est complètement fou. Hein. Et alors, je dis Vecchio parce qu'il est écrivain, bien sûr, mais il a aussi publié récemment un livre sur la télépathie, très marrant, très amusant, où il parle de Freud. Alors, Freud, intéressé par la télépathie depuis des décennies et membre notable de la Society for Psychical Research, jusqu'à sa mort, à savoir une société savante qui étudiait les problèmes, les phénomènes occultes et la télépathie, est interpellé par l'occultisme, comme chacun le sait. Et comme dit Lacan quelque part, apparemment, le réel chez Freud se nomme l'occultisme. Bon. En 1925, l'analyse d'Anna bute sur un point d'achoppement. On ne peut pas aller plus loin. Freud écrit son texte Quelques différences, où la fille peut ne pas renoncer à son clitoris et accéder à la féminité. Je n'ai pas besoin de rappeler tous les phénomènes vécus
par Freud, relatée par Freud, où il est question de l'existence d'une transmission de la pensée. Pour citer comme ça rapidement, le cas Elfriede Hirschfeld, patient de Freud, où un voyant a découvert qu'elle ne pouvait pas enfanter. Selon Freud, il y a eu transmission de la pensée inconsciente, c'est-à-dire l'inconscient peut transmettre la pensée. Deuxième cas, le cas Forsyth, où toute une série de faits survenus en une seule journée, comme l'Ulysse de Joyce, un peu, et prouverait qu'il y a une transmission inconsciente de la pensée, et donc la télépathie. Ne parlons pas l'épisode avec Jung, très mis en scène par le film de Cronenberg. Et voici donc qu'en 1925, Freud se livre à une séance, c'est quand même fou, de télépathie avec sa fille. Il était très malade à cette époque. Un analyse, oui d'accord, mais pas assez malade vraiment, pour que ça l'empêche. Donc il fait une séance de télépathie avec Anna Freud et Ferenczi. Quelques années auparavant, Freud et Ferenczi avaient consulté à Berlin une voyante, Frau Seidler. Donc il revenait aux États-Unis, où il amenait la peste. Et donc, trop guéri par la peste, il voulait quand même faire un petit tour chez les voyants. Et voilà. Donc, le journal de la Société de la Psychicale, machin, et publie en décembre 1924 une expérience du professeur Murray avec sa fille, une expérience de télépathie. Le Murray, ce n'est pas un idiot, c'était un collègue de Dodds, où il y a les Grecs irrationnels, pardon. C'était des gens sérieux, mais quand même, c'est livré à ce type de choses. Alors, Freud lit le journal en décembre 1924, et 15 février 1925, Freud fait déjà sa séance de spiritisme. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, ça prenait du temps, et pourtant, très rapidement, on peut dire que Freud lit le journal. Février 1925, il propose à Ferenczi, avec qui c'est un autre allumé intéressant, mais un peu fou, de réaliser une expérience de télépathie avec Anna. Et donc, voici que le 15 février 1925, un dimanche, la séance a lieu à Vienne. Freud assume le rôle de médium. Que sait-on de cette expérience? Pas grand-chose, sauf que Ferenczi a pu dire dans une lettre circulaire, et voilà ce qu'il dit: il devrait vous intéresser. Cette lettre circulaire, c'est comme un mail, quoi, qu'on s'envoyait à tous les membres. Enfin, il devrait vous intéresser de savoir que nous avons fait à Vienne, avec les professeurs et mademoiselle Anna, une série d'expériences de transmission de la pensée passablement réussies. Fin de citation. Alors que Freud, 15 mars 1925, déclare: Ferenczi était chez nous un dimanche, et nous avons discuté de bien de choses et fait à trois des expériences de transmission de la pensée qui ont remarquablement réussi. L'autre, passablement, c'est un Freud remarquablement réussi. En particulier l'expérience où j'ai moi-même joué le rôle de médium en complétant ensuite mes idées sur un mode analytique. Nous arrivons à serrer l'affaire de plus près, etc. etc. Et donc, alors que les 18 février, 3 jours après l'expérience d'Émile avec Ferenczi, Anna écrit à Lou des choses sérieuses, quoi. Il y a dans cette lettre beaucoup de sujets dont on pourrait parler de vive voix, mais qu'il est impossible de traiter par lettres. Peut-être la faute n'en revient telle qu'à la poursuite des bonnes analyses. À cause d'elle, et peut-être sont-elles favorisées par elle, voici que remontent parfois à la surface des choses absurdes auxquelles je suis bien plus habitué à faire attention dans les périodes extra-analytiques. J'éprouve alors toujours le désir d'en parler avec toi. Autrement dit, la pauvre meuf, quoi, est encore complètement parasitée par toutes ces histoires-là. Les autres font des séances de spiritisme et elle continue son PD-analyse par correspondance. Voilà. Alors, avec Lou André Salomé, à qui elle dit qu'il y a toujours, par rapport à Freud, une tentation d'insincérité en analyse. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas, évidemment. Mon interprétation, la séance de spiritisme n'est rien d'autre qu'un acting out de Freud face à l'irréductible et interminable de l'analyse de sa propre fille. La séance télépathique, remarquablement réussie, et on peut ajouter analyse non moins remarquablement ratée, nous sommes au moins
de février 1925, février 1925, mettez-vous dans la peau, essayez de voir tout ça 1925. Au mois de juillet 1925, donc 4 mois après, Anna Freud rencontre pour la première fois Dorothy Burlingame, avec qui il allait faire sa vie jusqu'à la mort de la Burlingame. Et à 84 ans, hein. Donc ça devrait plus que l'analyse avec Freud. Alors, Eva Rosenfeld, Loé Kahn, Dorothy Burlingame, la vie d'Anna Freud a été peuplée par des rencontres, des relations féminines, des relations très intimes, souvent comparées à des sœurs, à l'instar de ce qu'Anna a écrit à Eva Rosenfeld. Tu es moi et moi je suis toi. Ou bien nous ne faisons plus qu'une, etc., etc., etc. Il y a eu des prétendants hommes, évidemment, Eitingon, Ashorm, et Lamp, Jans, Bernfeld, mais ils n'étaient pas à l'auteur de la tâche, paraît-il. Toujours est-il que le cas Anna ça révèle plus qu'aucun autre le cas Freud, je pense. Avec de surcroît le fait qu'Anna avait entraîné et produit certains gains de savoir chez les pères. Si Freud appelait Anna mon Antigone, il ne faut pas oublier qu'Antigone était celle qui guidait un vieux père malade et aveugle. Anna Antigone aurait sans doute fait voir à Freud des choses que celui-ci ne pouvait que supposer. Voilà. Bon. Comme d'habitude, tes interventions sont plaisantes et agréables à entendre. Moi, j'ai une question à te poser. 2 questions. Donc, au fond, l'essentiel de ton exposé tourne autour de cette phrase « Ein Kinder wird geschlagen ». C'est la phrase exacte du texte de Freud, qu'on a traduit par un enfant est battu, on ne sait pas trop. Et alors, tu réduis ça, on a réduit souvent ça, à une phrase. C'est une phrase. Et pourquoi ce ne serait pas une scène ? Pourquoi mettre ça sur le rubrique du langage et pas sur le rubrique d'une scène ? Parce que moi, je ne vais pas vous dire mon fantasme, mais c'est plutôt une scène qu'une phrase. Je l'ai raconté dans mon première question. C'est-à-dire que pourquoi ça ne serait pas une scène ? On voit un enfant battu. Évidemment que oui. Le problème, c'est comme toute scène, il faut la dire. Si toi, tu fais par exemple. Il faut la raconter, oui. D'accord, mais Freud dit, par rapport justement de l'écart de la chaîne émotive, il dit l'inconscient n'est pas le rêve. Donc le rêve, c'est ce que tu rêves. Et l'inconscient, c'est ce que tu dis du rêve. Donc comment tu le mets, comment tu le formates en phrase, quoi. Non, donc ça finit par. Mais évidemment que c'est imagé, etc. Et Anna dit c'est une phrase qui provoque ça à chaque fois. D'ailleurs, elle a trouvé ça chez ses patientes aussi, voilà, etc. Donc, mais le problème, c'est une scène, mais c'est important que ce soit une phrase, mais surtout par rapport à cette idée que je viens de dire, le rêve, parce que j'oppose dans ma recherche rêve et rêverie. Le rêve, c'est la variété de l'inconscient, en sens où me dit ce que je n'ai pas envie d'entendre, de voir, etc. Alors que la rêverie, quelque part, c'est l'opium du moi, en quelque sorte. N'est-ce pas ? Tu te racontes des trucs, c'est génial. Mais bon. Oui, mais c'est pas vrai du tout, mais c'est génial quand même. Voilà. La base de la rêverie, comme tu l'as dit, c'est quand même un algorithme inconscient. Exactement, donc c'est ça l'idée. C'est comme le souvenir écran. Exactement, donc il y a ces choses-là, elle est quand même attirée par ces châtiments-là, et c'est ça qui excite la personne. Et tout, la question, l'important, c'est ça. La rêverie qu'elle se raconte, qui dure des heures, que c'est hyper chiant, ce n'est rien d'autre qu'une manière de nier, de refouler le rêve, le rêve en quelque sorte, le fantasme, on bat un enfant, quoi. On met justement, on fait une belle histoire de quelque chose qui est moche. En quelque part, tout ce qu'elle imagine par rapport à ces garçons-là qui fait des tas de choses, ce n'est qu'une négation en quelque sorte de l'inconscient. C'est un truc moïque, une défense, si vous préférez. Okay. Voilà, donc quelque chose qui est quand même fracturé, qui est quand même, le sujet est assujetti, il est objet. Un enfant est battu, parce que moi, justement, ce que je n'ai pas dit, mais je ne peux pas te dire, à un moment donné, comme Freud insiste sur le fait, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce que vous faites, quel est votre rôle, puisque ce n'est pas vous qui tapez sur l'enfant, elle dit, je regarde simplement. Donc c'est
Oh, je regarde, tout ce que vous voulez, mais c'est pour dire, voilà son activité, pour ainsi dire. La deuxième rubrique et dernière, d'ailleurs, c'est la question de la télépathie. Il y a dans l'œuvre de Freud, je crois, 2 textes sur la télépathie que j'ai eu. Il y en a plus même. Il y a un troisième qu'il n'a pas appelé télépathie, justement, mais et là, on ne peut pas dire que dans ces 2 textes que j'ai lus il y a très longtemps, je crois que je les ai même lus en allemand, Freud est très négatif sur la télépathie. Il dit, oui, c'est parce que c'est une construction qu'on fait, qui se donne des allures de télépathie, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Je sais pas, il y a une dame, là, l'histoire du bouquet de fleurs, parce que ce bouquet de fleurs, j'envoie... Ah non, il dit, non, au contraire, il dit, si vous attendez que je dise que je suis contre la télépathie dans la lettre circulaire, je ne le dirai pas. Oui, et Ernest Jean, c'est tout à fait contre l'idée qu'on publie quoi que ce soit, il incite, je me dis, je n'ai rien à foutre, même si ça casse. Non, en Angleterre, ça va être très mal pris, je n'ai rien à cirer, je le publie quand même. Ceci dit, avec Jung, qui lui était très porté là-dessus, l'histoire de la patiente, dans ma vie, il raconte que la veille de l'arrivée d'une patiente qu'il ne connaissait pas, il rêve d'elle, etc. Freud était très hostile à ça. Et l'histoire de l'armoire qui craque. Hein, il dit, vous allez voir, l'armoire va craquer. Et elle craque 2 fois. Bon, bref. Mais il va voir la Seide là, il fait une séance de spiritisme avec la fille, et faire ainsi. Donc il était assez accroché, il était superstitieux par rapport aux chiffres. Le chiffre 62, ça n'allait pas, par exemple, il y a un problème, le 62. Alors tu as dit un truc qui m'a frappé quand il dit que, au fond, la télépathie, pas la télépathie, ceux qui se réveillent, on ne sait pas finalement ce qu'ils sont transmis comme pensée. Non, on ne sait rien sur ce qui s'est passé. C'était réussi. On ne sait rien. Moi, je sais quelque chose sur ce qui s'est passé entre Lacan et moi. Par exemple, quand Lacan me dit vous avez la leucémie. D'accord ? C'était avant mon examen final de médecine. Et 15 jours après, je vais j'ai la télépathie. Et j'ai la leucémie. Non, c'est la télépathie. J'ai la leucémie. Et je vais voir Lacan, je lui dis je l'ai eu la leucémie. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et il m'a dit, c'est une affaire de logique. J'ai jamais compris où était la logique, parce que, alors, je ne sais pas si vous voyez comment c'est passé, c'était 15 jours avant. Et c'est la leucémie comme thème d'examen, pas que... Comme thème d'examen, non. C'était l'examen final, ce qu'on appelle en médecine, il y a des médecins là, la clinique. À partir de la clinique, on peut commencer à pratiquer, faire des remplacements. Donc, le sujet... la leucémie était donnée individuellement, ce n'était pas un sujet collectif. Chacun avait un truc. On passait 4 par 4. Et le sujet n'a été fixé que la veille. Et Lacan me dit, vous avez la leucémie, parce que je l'avais dit, j'ai passé une sale nuit. Il m'a dit, vous avez la leucémie, c'était 15 jours avant. C'est toujours été très mystérieux. Je m'en suis jamais... Alors là, tu m'as éclairé un peu, où il dit, au fond, au fond, c'est une sorte de télépathie entre Lacan et le jury de... je ne sais pas, je devais passer l'examen d'histoire et mon père m'a dit, t'as étudié Charlemagne? J'ai dit, non. Et on m'a pris Charlemagne. Oui, mais ça t'es un ignorant, quoi, tu tout dis Charlemagne. Et bien voilà, c'était... c'est une question pas très mystérieuse. Il y a des phénomènes comme ça, paranormaux qui se passent et qui sont plus nombreux qu'on...